pour que je bloque, quoi. Bonsoir à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui? À main levée, vous m'entendez bien? Tout va bien? Bon, génial. À main levée toujours, est-ce que vous êtes déjà venu ici? Est-ce que vous connaissez la recyclerie? Ah, pas tant que ça, pas tant que ça. La recyclerie, c'est un tiers-lieu qui existe depuis 2014. Nous sommes ici à l'ancienne gare d'Ornano, porte de Clignancourt, une ancienne gare qui a été transformée en tiers-lieu, un lieu aux pluriels usages, multiples usages, croisement d'activités, qui ont vocation à accompagner la transition écologique dans ce territoire de la porte de Clignancourt, dans ce quartier, et de faire en sorte que chacun, chacune puisse trouver les voies de son écologie propre, que ce soit par la praxis, par le logos, et on va dire un petit peu plus simplement, par les mains ou par la tête, et simplement voilà, faire en sorte que chacun, chacune trouve les solutions concrètes à son évolution. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a un atelier où on aide chacun et chacune à réparer les choses, à en prendre soin, ou alors on le fait pour elles et eux, grâce à un système qui fait que notre restaurant nourrit tous nos projets associatifs. Et puis on a une ferme aussi, une ferme où on va pouvoir accompagner chacun, chacune, les plus grands, les plus petits, différents publics, vers la reconnexion à la terre, au vivant, et pour faire en sorte que des vocations agricoles se créent dans notre territoire aussi, un territoire bien bétonné, mais pas moins connecté au vivant. Et puis on a 300 événements par an environ, autour de la transition écologique, pour réfléchir ensemble et faire en sorte que notre façon de penser évolue, et notre façon de penser, notre façon de projeter notre imaginaire sur le vivant, c'est précisément un sujet phare qu'on va aborder ce soir. On est très très heureux et heureux de vous accueillir et surtout d'accueillir cette équipe incroyable qui nous a été apportée sur un plateau d'argent par notre partenaire INA, qui est désormais un résident de la recyclerie, puisqu'on travaille régulièrement avec l'Institut national de l'audiovisuel, et on réfléchit ensemble voilà, à la projection de nos imaginaires et comment l'audiovisuel contribue en bien, et pas que, à la façon dont on se connecte ou pas au vivant, à la façon dont on se connecte ou pas aux autres animaux autres qu'humains. Et ce sera une thématique qu'on abordera ce soir. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vais me mettre parmi vous pour écouter. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Géraldine Coulch et au nom de l'INA, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce lundi d'INA. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être le format de ces soirées qu'on organise une fois par mois et dans lesquelles on utilise les archives pour réfléchir à des enjeux du monde actuel, des enjeux d'actualité. Ce soir, on lance un nouveau cycle, un cycle de 4 séances qui sera consacré aux enjeux environnementaux et à l'apport ou à la critique des médias en lien avec ces enjeux climatiques et environnementaux. Et donc, on est ravis de pouvoir lancer ce cycle ce soir à la recyclerie qui nous accueille très gentiment. On va donc ce soir voir des archives, évidemment, sur grand écran, comme c'est notre habitude, mais aussi sur des écrans de télévision que l'on vous a apportés, qui sont à votre gauche, et qui vous permettent de revoir ces images un petit peu dans le contexte où elles ont été diffusées, ou du moins de se rappeler que ces images étaient consommées jadis, visionnées sur ces postes de télévision. Alors ici, ce sont des postes de télé que peut-être vous n'aviez pas dans vos salons, puisque ce sont des postes pour les formats professionnels en réalité. Mais quand même, voilà, ce sont des images qui sont toujours de meilleure qualité et avec des plus belles couleurs sur des postes de télé. Donc on vous propose ce petit clin d'œil ce soir. Pour discuter de ces questions, de la question qu'on vous a proposée ce soir, le spectacle de la nature, finalement, est-il un levier ou un piège pour parler des questions de la biodiversité dans les médias? Nous avons 2 invités qui m'impressionnent un tout petit peu parce que ce sont eux les journalistes et moi pas du tout, donc c'est un rôle un petit peu bizarre qui me tombe dessus ce soir. Alain Bougrain-Dubourg, qui est militant, journaliste, réalisateur, producteur d'innombrables émissions enregistrées dans les archives de l'INA, pas moins de 3500 documents qui ont votre nom générique sont dans les archives. Vous êtes également président de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, depuis 1986. Parmi ces innombrables émissions, j'en citerai juste quelques-unes: Terre des bêtes, Animalia, donc vraiment des émissions qui ont consacré le genre des émissions grand public sur les animaux, sur Antenne 2 à l'époque. Et puis un travail qui s'est poursuivi depuis 1996 au sein d'une d'une maison de production, Nature Prod, voilà, qui poursuit la valorisation des thèmes animaliers donc pour l'audiovisuel. Et puis, nous avons Anne-Sophie Noble, journaliste également spécialisée dans les alternatives écologiques et les médias,
Après un doctorat en sciences économiques à Sciences Po, vous avez multiplié les contributions dans les médias, engagé une réflexion plus largement sur le fonctionnement des médias, sur la critique aussi des médias et sur leur lien avec l'écologie. Une réflexion qui a été poursuivie, partagée à travers un tas de projets, de formations, entre autres, et qui se concrétise très récemment dans un collectif qui a lancé le 14 septembre, et c'était ici même, une charte pour plus de climat dans les médias, charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, très exactement, voilà, dont on reparlera peut-être, qui vise à poursuivre, à alimenter cette réflexion. Alors, la télévision, média de l'image, évidemment, a façonné nos imaginaires de la nature, a façonné les imaginaires même de plusieurs générations, de la mienne encore, puisque moi j'ai grandi avec Animalia à la télévision quand ce n'était pas les émissions du commandant Cousteau, ou Ushuaïa ou Thalassa. Le slogan d'Ushuaïa Nature, je l'avais pourtant un peu oublié, mais c'est « L'émerveillement est le premier pas vers le respect ». Et ça résonne tout à fait avec les mots d'une pionnière de l'écologie, Rachel Carson, dont l'ouvrage vient d'être réédité. Rachel Carson, elle a publié en 1962 un livre, Printemps silencieux, pour alerter justement sur la menace qui pesait sur la biodiversité. Et elle écrivait « Plus nous concentrons notre attention sur les merveilles et les réalités de l'univers qui nous entoure, moins nous aurons de goût pour la destruction de notre propre espèce. » C'est, je pense, en effet un slogan, une manière de penser qui a été à l'origine de nombreuses émissions de télévision, voilà, qui voulait susciter l'émerveillement, l'imaginaire, pour défendre la nature. C'est un peu ce nœud-là qu'on va essayer de travailler ensemble ce soir, en commençant par un montage d'archives qui va nous replonger dans les origines un peu de ce mouvement, de cette démarche, dans les années 60, tout début des années 70. On va rappeler le rôle de quelques lanceurs d'alerte qui déjà s'exprimaient à la télévision, donc au tout début des années 60. Vous allez voir parmi eux des personnes comme Jean Dors, qui a été l'auteur d'un livre publié en 1965 et qui s'appelait « Avant que nature meure ». On va retrouver aussi Roger Haim, une autre figure aussi du Muséum d'histoire naturelle, qui a joué un rôle vraiment pionnier dans les études sur l'environnement et dans la vulgarisation aussi des études sur l'environnement à la télé. Donc on va revoir des émissions voilà, qui lançaient des alertes, qui alertaient déjà avec les moyens de la télé de l'époque. Vous allez voir que ce n'était pas toujours facile finalement de donner des images à voir pour illustrer ces questions qui étaient quand même déjà compliquées à l'époque. Je vous propose de regarder pour la première partie, le premier montage d'archives. Alors ces images, c'est peut-être pas celles auxquelles vous aviez pensé au premier abord, vous les avez peut-être jamais vues, et si vous avez vu, vous les avez peut-être oubliées. Et pourtant, on voit que la télévision, il y a 50 ans, il y a 60 ans, a dit un certain nombre de choses déjà, a alerté, a donné la parole à des gens qui étaient les plus en pointe de leur époque sur ces questions, à laisser s'exprimer des paroles parfois quand même très construites, vraiment à donner longuement la parole aux témoins et aux acteurs de ces questions-là, avec peut-être un succès un peu mitigé. On voit aussi que très vite, la télévision a peut-être la tentation de céder plutôt à la facilité, peut-être de la belle image. C'est pour ça qu'on vous a choisi l'image, c'est des Chutes Victoria, elle date de 1967, c'est l'année où la couleur est apparue à la télévision. Et on voit que, évidemment, la couleur, plus la possibilité de faire des reportages à vue d'avion, ça ouvre des possibilités d'obtenir des images extrêmement spectaculaires, et où peut-être le discours se laisse un petit peu porter dans la contemplation plus que dans l'analyse politique. Mais voilà, je voulais peut-être vous proposer de réagir, de peut-être vous dire aussi, vous parlez de la France défigurée, une émission qui a eu un impact dans la dénonciation, même si on voit que l'angle qui est privilégié, c'est plutôt la question des paysages, la préservation des paysages. Oui, il y a l'extraction du granulat quand même, qui est un vrai problème qu'on connaît encore aujourd'hui, notamment en mer. Il y a une réglementation par bonheur qui oblige maintenant les extracteurs à remettre en état le site qu'ils ont exploité. Et je dois dire qu'avec certains, on arrive à travailler remarquablement bien. On a parfois
plus de biodiversité après qu'avant. Pour autant, les problèmes demeurent. Donc, ce que je retiens dans les images qu'on vient de voir, c'est l'intervention de Jean Dorst. Parce qu'au fond, les scientifiques, c'était un peu comme la grande muette. Ils restaient dans leur laboratoire, pour commencer. Ils s'exprimaient très peu à l'extérieur. Et en plus, ils n'avaient pas toujours le droit de parler. Alors Jean, j'ai bien connu, c'était le patron. Il avait le droit de dire des choses. Mais bon nombre de patrons secondaires de laboratoire, je pense à Pierre Pfeffer, mammalogiste et à d'autres, qui ont pris la parole courageusement, méritent qu'on ne les oublie pas. La science est restée trop longtemps dans le labo. Aujourd'hui, on a une situation totalement différente. Vous regardez le GIEC ou l'IPBES pour la biodiversité, on voit que non seulement les scientifiques du monde entier font un état des lieux, mais ça c'est très nouveau, ils font des recommandations à l'égard des politiques. Ils disent voilà où on en est, voilà ce que vous devez faire. Après, ça nous échappe, c'est votre affaire. Et ça c'est extrêmement nouveau, j'ai envie de dire c'est quasiment le début du XXIe siècle, où non seulement il y a le constat de la science, mais il y a la recommandation. Et j'ai rencontré pas mal de chefs d'État et autres. Je disais, il y a deux piliers qui doivent nous guider. C'est la science, pour commencer, et le respect du droit, en suivant ou simultanément. Quand on aura fait ces deux choses-là, on ira déjà beaucoup mieux. Alors, voilà. Donc moi, je rends hommage à Jean Dorst, et je me dis qu'à la télévision aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on irait jusque-là, comme il le faisait, lui, en disant « Non, mais il y a trop de touristes, circulez, il parle de l'artificialisation. » Il y a un demi-siècle, dans les années 70. Aujourd'hui, on sait que c'est la deuxième préoccupation après l'agriculture intensive qui affecte la biodiversité. Jean, il nous en parle déjà de façon presque un peu naïve. « Ah non, non, il y a trop de gens là. » Alors le journaliste lui dit « Mais quand même, ils ont le droit d'aller dans la campagne, d'accord, mais trop nombreux. » Bon, et en fait, on est en train de découvrir ça avec le parc national des Calanques, par exemple, où on se rend compte qu'il y a trop de monde. Et est-ce que, finalement, on va faire... Marche plus. Non. Pas fort, voilà. Je sais pas, vous entendez au fond? À une époque, au début des images, on m'entendait au fond. La pollution. Oui. 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 Ah, merci. Bon, je ne veux pas être très long. Je termine en rendant hommage aux scientifiques et puis en voyant également que dans la France défigurée, c'était quand même gonflé. On est dans les années 70. Je ne sais pas s'il y a encore le ministère de l'Information, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire que tout est filtré. Alors on voit bien que la France défigurée, il tape davantage sur le local que sur l'exécutif tout en haut. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Et c'est l'époque où va se constituer le Conservatoire du littoral en réaction aux constructions anarchiques surréalistes qui se faisaient notamment sur le littoral méditerranéen, et où là on se dit qu'il faut peut-être compenser ou faire gaffe, et c'est là où on dit on va faire
un tiers sauvage sur le littoral et on est quasiment en train d'y parvenir aujourd'hui. Mais on revisite aussi l'intégrité du conservatoire. Il y avait un papier, une double page hier dans le Monde qui en dit long. Enfin bref. Bon, on pourra tout à côté. Pour moi, ça marche. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, j'étais pas née forcément à cette époque-là et je trouve ça passionnant de se plonger dans ces archives, surtout que c'est un travail que j'ai fait dans l'enquête que j'ai menée sur le traitement médiatique de l'écologie. En 2015, il y a une revue d'historiens qui s'appelle Le Temps des médias, qui avait consacré tout un numéro justement à ces questions de traitement de l'écologie. Et j'ai beaucoup appris en l'étudiant, notamment sur cette fameuse émission La France défigurée. Donc j'avais, comme toi, plein de références plus récentes. Et quand on fait ce travail, voilà, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Et sur cette première série d'extraits, quand on regarde le premier extrait et le sixième, donc c'est-à-dire le premier... c'est la séquence dans la réserve avec les girafes et les lions. Moi, ce qui me marque, c'est les propos qui sont utilisés. On utilise le terme de patrimoine naturel, de menace, et voilà, donc de patrimoine à conserver, parce que si on ne fait pas attention, voilà, on se rend compte que c'est trop petit, trop pauvre pour nous. Donc je trouve qu'il y a déjà une vision assez anthropocentrée qui ressort, et c'est la même chose dans le dernier extrait sur la forêt, dans le massif de Beldon. Sa conception de la forêt voilà, interroge déjà en fait, sur les usages qu'on en a, sur les conflits d'usage et sur sa vision de dire voilà, on ne serait pas intervenu, ça serait comme ça, mais ce n'est pas très intéressant, quoi, on ne pourrait pas se balader, etc. Aujourd'hui, sur les arbres, on a beaucoup appris. Un scientifique comme Francis Allais insiste beaucoup sur la nécessité de réhabiliter des forêts primaires. En Europe, on n'a plus que la forêt de Bialowieza, en fait, qui reste une véritable forêt primaire à laquelle notre forêt n'a pas besoin de l'intervention de l'homme voilà, pour exister. Si on a besoin de gérer les forêts, c'est pour nos propres usages de papier, de meubles, de consommation, voilà, pour le chauffage, etc. Donc il y a cette première chose qui frappe quand même dans ce rapport à la nature où tout de suite on est dans cet usage nécessaire et il faut la protéger parce que sinon c'est nous qui allons être menacés. Donc il y a déjà cette prise de conscience qui est très récente. La deuxième chose, c'est les extraits, alors sur celui forcément dans le Luberon, avec Jean Dors. Moi aussi, en faisant mon enquête, je m'étais rendu compte qu'en effet, son ouvrage est publié juste après celui de la scientifique Rachel Carson et que c'est un best-seller à l'époque, c'est-à-dire avant que Nature meure, voilà, tout le monde le lit quasiment en France. Donc j'étais très contente déjà de le voir témoigner et en effet de dénoncer les chemins de l'invasion de la nature. Et c'est vraiment ces pionniers-là qu'il faut le reconnaître parce qu'ils faisaient déjà ces alertes à l'époque. Et ce qui est frappant aussi dans ces extraits, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est les bandes sonores. C'est ce que j'ai tout de suite dit à l'équipe de l'INA cet été. Les bandes sonores, les oiseaux qu'on entend quand les gens témoignent dehors. Faites attention, on n'a plus cette biophonie, c'est ce qu'on dit. Hein. Maintenant, voilà, cette richesse-là, on l'a complètement perdue. Et se plonger dans les archives, c'est aussi faire attention en arrière-plan à ce qui ressort. Et donc, on a cette approche de nuisance. Donc, Jean Dors le dit, il questionne le rôle du tourisme. Il est déjà inquiet de voir les chemins forestiers qu'on goudronne. Et en effet, Alain, tu l'as bien dit, cette question de la bétonisation, de l'artificialisation des sols, aujourd'hui, on en est fort conscient. On sait qu'il faut absolument cesser de bétonner. Hélas, dans nos campagnes, c'est très compliqué à faire appliquer. Et dans l'extrait numéro 5, qui se passe en Sologne, avec ce scientifique qui fait des prélèvements et qui s'intéresse aussi à la pureté des sols, il est aussi dans une approche voilà, qu'on a beaucoup documentée depuis, hein, quand on regarde les travaux de Marc-André Sellos ou d'autres avant lui sur les Bourguignons, qui disent voilà, faut faire attention à cette pureté parce que ça a des conséquences. On est dans la même approche en termes de nuisance et puis bien sûr de funeste.
qui en fait, aujourd'hui, vous le savez, en France, il y a énormément de collectifs qui se mobilisent pour dénoncer des projets polluants, qualifiés d'inutiles. Alors ça va des entrepôts Amazon à la destruction de zones humides pour faire des contournements routiers ou à l'extinction d'aéroports. Voilà. Et donc c'est vrai que pendant longtemps, je crois que peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on a parlé beaucoup de protéger la nature, et maintenant certains disent que ce n'est pas tant de la protection que de la défendre, en fait. Et donc les termes qu'on utilise aussi sont importants. Et puis la dernière chose, moi, qui me fait réagir sur ces extraits, c'est vraiment l'actualité de ces témoignages. En fait, il y a un côté un peu triste, je trouve, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais en fait, on sait tout depuis 50 ans, on le dit depuis 50 ans, et la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne croit pas ce qu'on sait? Qu'est-ce qui nous empêche? Alors, si on regarde l'économie des médias, dans leur manière de se développer, le propos de l'écologie et de la défense de cette nature a souvent été empêché parce qu'en effet, on était dans une période de développement de notre société, de consommation de masse, etc. Et donc, souvent, ces propos ont été empêchés avec le temps. Et je pense que ça apparaîtra plus dans le temps après, parce que là, on était plus années 60-70. Ce qui va se passer après dans les années 80-90 va être encore différent, avec une prise de conscience dont on pourra reparler tout à l'heure. On y vient tout de suite, en fait, effectivement, puisque là, la prise de conscience ne va faire en effet qu'augmenter, que se diffuser dans la société. Suite à des catastrophes aussi, en 1967, il y a une marée noire qui a beaucoup marqué les esprits, la Moko Cadiz. Et puis tout ça va aboutir en 1992 au sommet de Rio, qui va consacrer le terme de biodiversité. C'était des enjeux qu'on connaissait avant, mais le grand public va vraiment, dans les années 90, s'emparer de ces questions-là. Et la télévision, évidemment, va jouer son rôle dans cette prise de conscience. Années 90, on est vraiment là dans les années de la télévision triomphante, avec des chiffres d'audience qui sont quand même considérables à l'époque, donc un vrai poids aussi de ces émissions, de ces représentations. Voilà, c'est aussi un média qui va mettre en scène sa puissance. Ça, justement, qui va être un peu fasciné par sa propre puissance et fasciné par les moyens déployés. Donc là, vous me voyez venir, on va parler de quelques grands personnages qui ont été vraiment les stars de ces années-là. On va parler du commandant Cousteau, qui a été un infatigable défenseur d'un certain nombre de questions, mais même si c'est une figure qui a été beaucoup critiquée assez récemment. On va parler d'Ushuaïa. Vous allez voir donc dans ce deuxième montage d'archives, donc ces grandes émissions des années 90 où la télévision s'interroge ou pas sur sa manière de filmer, sur sa manière d'intervenir sur ces paysages, sur ces écosystèmes qu'elle dévoile au public, avec un petit peu de complaisance, d'autocomplaisance parfois, mais je vous laisse en juger. Je vous rappelle qu'on va en voir un extrait. Le commandant Cousteau s'est fait connaître en ayant une palme d'or à Cannes, c'était en 1956 pour Le Monde du Silence, et que c'est à ce moment-là qu'a décollé vraiment sa carrière d'homme des médias. Apparemment, c'était un militaire, il avait pris congé de la Marine nationale pour lancer ses expéditions. Voilà, mais il y a d'autres figures, on en parlera. Et c'est aussi dans ces années 90 qu'Alain Bougrain-Dubourg a, lui, beaucoup officié sur la question de la protection des espèces et joue aussi un rôle de lanceur d'alerte pour un certain nombre de sujets aussi dans des émissions animalières qui ont marqué des générations de jeunes et moins jeunes téléspectateurs. Donc on va en revoir ici maintenant quelques moments. Là, avec toutes ces images de fonds marins qui ont été, qui ont nourri quand même encore des imaginaires et qui ont beaucoup occupé les antennes de la télévision. Mais bon, c'est un choix. On aurait pu aussi parler de toutes les émissions animalières et il y en a eu tellement. Mais est-ce que vous, Alain Bougrain-Dubourg, vous aviez des traces tangibles de l'impact qu'avaient ces émissions? Comment vous mesuriez leur influence, leur importance? À l'époque, quand elles étaient diffusées, ça générait une certaine popularité. Et donc, c'est un miroir qui nous parle quand même. Mais je n'avais pas le sentiment de révolutionner la planète, même si parfois, on soulignait des situations inacceptables et on voyait qu'il y avait des retours. Je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit. Une fois, j'étais à la SPA et je voyais
500 chiens dans le refuge de Gennevilliers. J'appelle Brigitte Bardot, je lui dis, écoute, tu viendrais faire une émission, on se fait une journée de direct. Alors à l'époque, on appelait le patron de la chaîne, on montait nos petites affaires comme ça, en 48 heures quasiment. C'était vraiment le bonheur. Et donc, je vois le journal du matin, je vois le 20h, je vois Drucker, et tout le monde dit, OK, on va en parler, adopter un chien. Nous, on était avec Brigitte en direct de Gennevilliers. C'est Jean-Pierre Spiro qui réalisait. On a vidé le refuge. Donc, il y a des moments extrêmement émouvants de cette nature. L'autre chose qui est important pour ceux qui ont fait ces images, qui les ont portées, c'est que c'est tellement beau. J'ai eu tellement de chance. C'était un tel rêve d'enfant que d'aller parcourir la planète et de rencontrer le manchot en Antarctique, l'ours blanc en Arctique, le panda en Chine, l'anaconda en Amérique du Sud, le lion au Serengeti. Tout ça, je l'ai vu. C'était un rêve d'enfant. J'ai bac-1 et la vie m'a offert ce privilège extraordinaire. Quand vous êtes amoureux, vous partagez. Et moi, j'étais amoureux des animaux, de la nature, etc. Et donc, le privilège de pouvoir partager par-dessus le marché, c'est-à-dire de pas... Vous regardez un coucher de soleil tout seul, mais c'est désespérant. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous pour dire « Attends, je ne rêve pas, c'est d'une grande beauté ». Eh bien, ce que j'ai fait à la télé, ça a été le partage. Et j'ai eu le sentiment qu'on était plusieurs autour de ces images qu'on ramenait. J'ai ce sentiment-là parce que plus tard, il y a beaucoup de vétérinaires, de chercheurs et autres qui m'ont dit, c'est en regardant Animalia que je me suis dit, moi, je vais faire ça, je vais essayer de m'approcher. Alors, je crois qu'on est sur Terre pour passer un relais et j'ai eu la chance, mais extraordinaire, d'en profiter merveilleusement et puis de le donner à voir à beaucoup d'autres. Voilà. Et je voulais dire un mot sur la beauté des images. Nicolas Hulot est quand même admirable. On s'est frité 1000 fois au début parce qu'il faisait les magazines de l'extrême. Hein. Son truc, c'était vraiment de défier, d'être plus fort que la planète. Puis après, il a compris sa fragilité et il a été un des grands porteurs incontestables de la protection de cette planète. On lui doit le Grenelle de l'environnement et tout. Mais il était capable, en situation... Moi, j'ai plongé au Mexique dans ces eaux douces, formidables de beauté. Vous êtes devant la caméra, il faut que vous parliez, vous n'avez pas de fiche, vous n'avez rien du tout. Et lui, il nous prenait par la main quand il dit n'oublions pas que l'eau est le premier miroir de l'humanité. Il y a vraiment des choses, mais admirables, d'une grande beauté. Et donc, il était capable de dire ça. Il y avait beaucoup de talent. Je lui rends hommage. Il ne faut pas tourner la page trop vite. Voilà. Loin de nous cette idée. Bon. mais c'est vrai que, en même temps, tous ces grands noms, ces pionniers qui ont vraiment, en effet, joué un rôle, je pense, dans plein de prises de conscience. Alors, je ne sais pas, Anne-Sophie, si c'est votre cas, mais en même temps, quand on revoit ces images, on sent quand même, on voit que le temps a passé et que désormais, cette toute puissance quand même qu'il manifeste cette fascination aussi pour justement cette liberté dont vous parlez, que peut-être on aura un point de vue un peu plus modeste aujourd'hui, il me semble. Oui, alors moi j'ai plusieurs remarques. La première, très personnelle, c'est que j'ai été biberonnée. Les images qu'on a vues, les premières avec Animalia, moi j'ai le souvenir de cette musique. J'avais 10 ans en 91. C'est Mireille Mathieu qui chante. C'est ce que tu me disais, ce que j'ignorais. Et donc moi j'ai cette empreinte sonore dans l'oreille. Et je rentrais, à l'époque c'était CM2, 6e, chez ma grand-mère. Et en plus, je croquais le soir une tablette de chocolat qui n'existe plus, mais sur laquelle on avait dans chaque tablette des images d'animaux, je ne sais pas si vous les avez, et puis les carrés étaient tous différents. Voilà, et j'avais ces souvenirs d'enfance qui me revenaient. Et voilà, donc oui, j'ai été biberonnée, j'ai regardé énormément de documentaires animaliers plus jeunes, et je pense que ça a façonné quelque chose, mais il y a plusieurs choses que je voulais dire. Ce qu'on voit dans ces extraits, c'est le rôle de la technologie. Et tu l'as dit à juste titre, Géraldine, tout à l'heure, en introduisant cette deuxième sélection.
d'une certaine manière, les médiums ont façonné notre perception du monde et de cette nature. Ça a été assez documenté, je ne suis pas la première à le dire, mais notre façon de photographier, d'avoir des lentilles de plus en plus précises, et puis des caméras, et puis voilà, l'évolution de la technologie nous a permis aussi de percevoir en fait cet environnement de manière très différente. Et je réalisais en regardant l'extrait sur le monde des oiseaux, où il parle justement des techniques pour filmer, c'est en 62. Et ce que j'explique à mes étudiants, j'ai plusieurs étudiants dans différentes écoles de journalisme que je sensibilise au journalisme environnemental, c'est qu'il me semble, alors j'étais pas née là aussi, donc il ne faut pas hésiter à me contredire, mais que dans l'inconscient collectif et notre perception de ces enjeux, la mission Apollo, qui la première nous ramène des images de la planète vues depuis la Lune, a eu un effet fondamental après dans notre manière de nous engager. Et voilà. Et suite à cette mission Apollo, c'est là qu'on a vu apparaître Greenpeace, les Amis de la Terre et nombre d'ONG qui se sont créées. Et donc en 62, quand on voit voilà, cette explication sur comment on filme les oiseaux, on n'a pas encore cette vision globale du monde. Et il faut savoir qu'après, tous les autres extraits que vous avez vus, on a une perception très différente. Et donc tout ça pour vous dire que les outils qu'on a à notre disposition ont aussi joué dans notre façon de percevoir et de comprendre cet environnement. Et voilà, je voulais juste remettre peut-être ce constat et du coup rebondir un peu parce que la technologie, vous savez, là notre sujet c'est la nature spectacle. Cousteau en effet a beaucoup apporté, mais j'ai aussi vu des critiques, je pense qu'on peut aussi en parler, notamment des articles qui ont été publiés en 95 qui reviennent justement sur la manière dont Le Monde du Silence ou d'autres documentaires de Cousteau ont été tournés et les conditions où il y a eu des scènes un peu cruelles vis-à-vis de la faune, de la destruction de coraux notamment, et que finalement on lui a aussi reproché d'être trop dans cette nature spectacle, d'être plus un homme de divertissement et qui du coup utilisait ces moyens donnés par la télévision, par le cinéma. En fait, je ne sais pas, ce que je me disais, c'est est-ce qu'on regarde pas plutôt nos performances et nos prouesses dans notre capacité à percevoir ce monde-là que la nature pour ce qu'elle est et comment on devrait la contempler pour mieux la prendre en compte. Et je pense que ça, c'est un peu au cœur du sujet qu'on interroge ce soir. Et du coup, cette culture de la mise en scène a aussi été questionnée à ce moment-là. Et quand on regarde l'histoire des médias, la société du spectacle, ce que disait Baudrillard à ce sujet, c'est important de l'avoir aussi en tête dans cette façon dont on a pu... voilà, quand on dit le miroir de l'homme, on est encore dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans une vision très anthropocentrée. Et ça me paraît important. Et puis, il y a cette notion de prouesse. On vous parle d'ivresse des profondeurs, de cauchemar, il ne faut pas aller trop profond, attention, leurs cerveaux vont s'éclairer quand ils remontent. Et donc, on est en train de vous proposer un récit quasi héroïque, inédit, unique. Et il me semble que ça, aujourd'hui, ça a aussi créé une forme de formatage et qui existe encore de nos jours. Quand on regarde les ouvrages qui fonctionnent ou certains types de documentaires, on est dans une approche de la biodiversité qui est encore l'homme face aux grands éléments, la wilderness. C'est assez masculin, je trouve, d'une certaine manière. Où on pourrait avoir... Mais c'est pas méchant quand je dis ça, c'est juste que on aborde cette beauté du vivant comme si c'était il y a toujours cette notion d'aventure, et Hulot, c'était typiquement ça aussi. C'est l'extrême, tu l'as dit. Et donc, je trouve que la question que je pose derrière ça, c'est pas pour critiquer une vision masculine ou féminine, c'est plutôt dire qu'on a été façonné aussi dans cet abord de la nature où il faut la défier, il faut s'y confronter, il faut avoir un aspect d'aventure. Les aventuriers, on ramène toujours ces récits parce qu'ils sont importants pour comprendre certaines choses, et heureusement qu'il y a eu ces aventuriers, d'Aldo Léopold à d'autres qui ont pu penser le vivant de cette manière-là. Mais il ne faut pas oublier, et en ce sens, il y a un ouvrage très intéressant d'une historienne des arts qui s'appelle Estelle Zong-Mingal, qui a été publié il y a un an, qui s'appelle « Apprendre à voir », et qui a été défriché tout un tas de travaux faits par des femmes
qui à l'époque n'étaient pas acceptés dans la société des explorateurs scientifiques, etc., qui du coup faisaient beaucoup d'exploration de la biodiversité depuis leur jardin ou depuis chez elles, et qui ont publié plein d'ouvrages pour expliquer qu'on pouvait avoir un autre rapport au vivant et à la biodiversité. Et je veux dire que ce que je questionne derrière ça, c'est est-ce que cette beauté du vivant, de la biodiversité qu'on nous a montrée comme ça à travers les écrans, nous a pour autant permis de bien protéger. Aujourd'hui, on se rend compte que ça nous a pas forcément aidé à lutter contre l'extinction des espèces. Et donc, est-ce qu'on arrive à sentir les choses de manière sensible? Est-ce que juste la connaissance qu'on nous donne de ça nous permet de ressentir véritablement ce dont on se coupe et ce silence que l'on crée autour de nous? Et donc, je crois qu'aujourd'hui, cette lecture-là peut aussi peut-être questionner d'une certaine manière le regard qu'on a sur ce qui nous entoure et la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Est-ce que la beauté du vivant, c'est juste ces belles images que l'on voit là, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre approche de cette notion de beauté? Oui, alors c'est vrai que pour revenir sur toutes ces polémiques, ces mises en cause qu'il y a eu, donc c'est Gérard Mordia qui en 2015 a redécouvert un peu le sujet, mais on savait déjà, du monde du silence en critiquant les conditions de tournage du film. C'est un film qui a été tourné en 1956, donc la critique est quand même un petit peu facile, mais d'autres... avait déjà dit, Nicolas Hulot pour Ushuaïa avait été un peu critiqué aussi pour le déploiement de moyens. Il faut savoir que Ushuaïa Nature aussi, c'était une des émissions les plus chères, parmi les documentaires les plus chers de la télévision française. On parlait de 1 million d'euros, je crois, dans les dernières années par émission. Donc ce sont des budgets qui étaient évidemment colossaux. Qui pouvaient être déployés aussi parce qu'il y avait toute une grosse machine économique derrière. Je rappelle que Ushuaïa a été lancé sous le parrainage de Rhône Poulenc et puis ensuite a bénéficié du lancement de la marque Ushuaïa et puis des produits cosmétiques que vous connaissez. Donc on est loin des petites vignettes d'Animalia dans les paquets de gâteaux parce que c'est vraiment une franchise qui a permis aux émissions de se tenir. Même Thalassa a été critiqué pour sa vision dépolitisée des sujets et même, au dire de certains, de plus en plus dépolitisée par rapport au début. Et puis, on en parlait avec Alain, même des grandes figures encore connues actuellement et populaires actuellement comme Yann Arthus Bertrand ne sont pas épargnés par ce type de critique, alors que, on connaît le rôle de la Fondation Yann Arthus Bertrand par ailleurs, mais... Est-ce que vous-même, Alain Bougrain-Dubourg, vous avez eu des... Non, mais j'en ai pas entendu parler à votre sujet pour le coup. Mais non, j'ai pas été critiqué parce que j'avais pas un rond. Alors voilà, nous, quand on partait, c'était au fond de l'avion, on était 4 maximum, des équipes extrêmement réduites. Et voilà. Je voudrais dire un mot des femmes par rapport aux animaux. Et avec Yann, on a fait toute une série pour le magazine Elle sur les animaux et les femmes. Et on a été trouver des femmes aussi admirables que Joy Adamson, que Diane Fossé, que tant d'autres. Et très curieusement, on a pu constater que partout où il fallait vivre l'extrême pour défendre une cause ou une espèce, c'était des femmes que l'on trouvait. C'était les chercheuses, mais dans des conditions invivables. Quand vous allez filmer les gorilles à 3000 mètres d'altitude dans le Rwanda, moi j'ai été sur la tombe de Diane, etc. J'aime autant vous dire qu'il faut vivre là-bas. Et elle vivait là-bas. Et à toutes, j'ai demandé, mais pourquoi vous, une femme et pas un homme? Et très modestement, elles ont toutes spontanément répondu, mais ce sont les hasards de la vie qui nous ont conduits là. Et puis après, quand on grattait davantage, elles admettaient qu'elles donnaient la vie. Les femmes donnent la vie, et donc on ne touche pas la vie. C'est un peu du truc de comptoir, mais c'est pas faux non plus. Et vous regardez partout dans le monde, là où il y a les engagements les plus forts, les plus durs et les plus pérennes, enfin qui sont suivis, sont des femmes qui sont aux commandes. Voilà, bon, je voulais juste faire cette remarque, dire un mot aussi sur les moyens. Il ne faut pas forcément les critiquer. Vous voyez, il y a un homme que j'ai beaucoup aimé qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est Jacques Perrin. Jacques qui a fait, alors moi je l'ai connu quand il a démarré avec Le Peuple singe, après on a fait évidemment Le Peuple migrateur et bien d'autres films avec lui, Océan, etc. Et Jacques il se demandait toujours comment il ne pouvait pas faire mieux.
Il était arrivé au bout du scénario, des trucs, des machins, en ayant sollicité les meilleurs spécialistes, et il était tricoté au dernier moment en disant mais si on inventait un truc, bon. Et voilà, il y a eu des gens admirables comme lui qui ont mis les moyens au service de la beauté. Et Jacques, il y avait toujours un message en creux, j'ai envie de dire, qui apparaissait dans ses films et qui, nous offrant une beauté admirable, pouvait nous culpabiliser ou nous prendre par la main en disant « Restez pas indifférents, elle est fragile, je vous le dis et je vous le montre ». Mais très pudiquement, ce n'était pas un donneur de leçons. On a vu, puisqu'on parle de la télé, Canal+, qui a été la première à donner des moyens aux émissions animalières, aux grands documentaires. Moi, juste un truc, je ne vais pas être trop long, mais une fois, je tourne en Antarctique. J'avais retrouvé Jean-Louis Etienne là-bas. Bon, on était parti avec un bateau soviétique, le Boris Petrov, qui était devenu russe à l'arrivée. Bon, c'est vous dire que c'était un peu compliqué cette période-là. Et donc, on arrive sur une île qui s'appelle l'île de la Désolation, où il y avait des manchots partout, de haut en bas, et ça dégoulinait de manchots, ça allait à la mer, ça revenait, etc. Et on s'approche en Zodiac, on était encore une fois une équipe très légère, et là, je vois à la jumelle, tout en haut, je dis, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui est là. Oui, il y avait quelqu'un. C'était la BBC qui était en train de préparer un grand documentaire sur l'Antarctique, et ils avaient au moins 2 personnes à plein temps qui vivaient là. Alors ils avaient aménagé une petite plateforme en béton, et ils prenaient image par image l'arrivée des manchots et le départ, et ça leur donnait un accéléré. Il y a un mec, il a passé quand même 1 mois et demi à faire ça. Et puis après, on s'approche de l'eau et tout. On filmait les manchots qui allaient plonger dans l'eau. Je vois un mec qui sort de l'eau. Je me dis, c'est pas possible, on est au bout du monde. Et le mec était là juste pour filmer des léopards de mer qui allaient bouffer un manchot. Il avait que ça à faire, ce qui était énorme. Et évidemment, il n'y avait pas le léopard de mer. Alors ça faisait qu'1 jour qu'il était là avec son pote là-haut. Et puis il plongeait, l'autre il filmait image par image. Donc c'était des moyens considérables pour après donner des images qui remboursaient l'investissement. Parce que ça se vendait dans le monde entier. Un zèbre, il garde toujours ses zébrures. Et les zébrures sont appréciées en Afrique, en Asie, en Europe, n'importe où dans le monde. Donc ça vieillit finalement assez peu dès lors que c'est bien filmé. Et aujourd'hui, on a quand même des technologies mais surréalistes qui permettent de filmer. C'est vrai que la mention de la BBC me rappelle que là, vous avez choisi des images qui viennent de la télévision française, mais en fait, l'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau est une émission qui avait été commanditée par en fait, des chaînes américaines au départ. Oui. Et c'est d'ailleurs sous l'influence de cette télévision américaine et du diffuseur américain que l'équipe de Cousteau a été poussée à aller sans cesse plus loin dans la recherche aussi du grand spectacle. Et c'est vrai qu'on est face à des télévisions qui ont aussi des moyens incroyables, quoi. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Luc Maresco, dont on a vu le nom sur l'extrait justement du Choix Nature. Luc est un réalisateur qui a énormément accompagné sur nombre de documentaires de ce type. Et j'ai échangé avec lui parce que son dernier projet est de faire une fiction autour de la figure de Francis Allais, que j'évoquais tout à l'heure, donc grand spécialiste des arbres. Et il a fait un film qui raconte comment il essaye justement de créer un blockbuster, un film qui pourrait mettre en avant la carrière de Francis Allais. C'est un film qui est magnifique qui s'appelle Poumon vert sur tapis rouge ou quelque chose comme ça. J'espère que j'écorche pas le titre du film. Mais ce qui était intéressant, c'est que Luc, qui a suivi ces figures, qui a été sur tous ces terrains, qui a été en Amazonie aussi bien que au fin fond des océans et qui a accompagné ces grands noms qu'on connaît du documentaire autour de la biodiversité et de la nature, avait aussi une forme d'introspection, et il n'est pas le seul, à se dire: est-ce que ce travail que l'on a fait a suffi à faire passer le message? Et le fait qu'il en vienne à inventer un récit de fiction en se disant ça sera peut-être plus impactant aujourd'hui, a de quoi aussi interroger sur notre capacité à percevoir le réel voilà. Et quand on voit l'influence, par exemple, qu'a eu plus récemment
le film Don't Look Up, vous savez, qui est sorti en décembre dernier. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce parallèle avec le non-traitement ou le maltraitement médiatique des questions d'écologie et de climat. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les écrans se sont surmultipliés. Il y a une abondance d'informations, une accoutumance aussi à un certain nombre d'images. Et cette frontière entre la réalité, la fiction et ce à quoi on est le plus sensible peut être aussi un sujet de questionnement assez profond. Alors, on va. Une fois qu'on a dit ça, qu'effectivement, on est soumis à un certain nombre de trucs que quand même les réalisateurs doivent trouver pour nous sensibiliser. Et Alain Bougrain-Dubourg me siffle à l'oreille qu'il y a aussi la question de l'anthropomorphisme pour les animaux. Donc le fait de toujours plaquer un peu des modèles humains sur des animaux. Donc on va toujours chercher le petit Simba et sa maman dans les parcs naturels, voilà, pour dramatiser cette question-là. Donc je pense qu'on y reviendra, on pourra y revenir dans les questions, parce que une fois qu'on a dit, bon, tout ça, sont quand même des ficelles un petit peu grossières, comment faire mieux? Comment dépasser ça? Comment médiatiser des questions qui sont quand même extrêmement complexes, qui mobilisent des scientifiques qui donnent des réponses parfois très nuancées, très difficiles, enfin, voilà. Et puis aussi attirer l'attention des gens sur des sujets qui ne donnent pas a priori lieu à des belles images. Et c'est toute la réflexion qu'on vous propose d'avoir en regardant le troisième montage d'archives. On va parler ici de sujets qui ne sont pas a priori hyper spectaculaires. On va parler de remembrement, on va parler, donc c'est le remembrement, c'est la question des haies, donc des paysages ruraux, des espèces aussi peut-être moins spectaculaires, des forêts. Comment parler des forêts? On en parle des forêts quand il y a des incendies, mais en dehors de ça, comment faire comprendre la complexité de ce milieu, les enjeux, etc. Et là, on va voir qu'effectivement, la télévision se trouve un peu démunie. Alors, les technologies évoluent, on arrive à en parler, on arrive à en faire parler différemment, mais voilà, je trouve que ça reste compliqué. Donc, on va regarder les dernières images en se posant ces questions-là, et puis vous nous direz un peu ce que vous en pensez. Alors voilà, on a des journalistes là qui ont fait des choix, qui ont proposé des solutions pour essayer de parler de sujets qui a priori ne sont pas tous spectaculaires. Et Anne-Sophie Novelle, vous avez l'occasion d'échanger avec des journalistes et dans le cadre aussi de collectifs, comme vous le disiez, pour réfléchir à ces enjeux-là. Comment parler de ces enjeux-là? Quelles sont les solutions qui sont discutées? Est-ce qu'il y a, comment relever le défi? Est-ce que ce sont des choses dont les gens parlent au sein de... C'est vrai que quand on regarde l'histoire du traitement médiatique de l'écologie, il y a eu différentes phases. Il y a eu celle où on insistait sur les causes du changement climatique, par exemple. D'autres où on allait plus mettre en avant lors d'une catastrophe naturelle, ce qui s'était passé. Et puis après cette phase où en effet on mettait en avant des solutions pour... mais comme ça a été dit tout à l'heure, ça ne permettait pas forcément de faire le lien de complexité, de cause à effet, d'ordre de grandeur. Et du coup, on a un peu dépolitisé le traitement de ces sujets. Ça a empêché d'en faire peut-être un sujet de débat, alors qu'on a toutes les connaissances, en fait. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'il faut interroger. Et le dernier extrait, donc on ne l'a pas intégralement, là, c'était Les racines et des ailes sur cet incendie. En fait, il fait quand même écho à ce qu'on a vu, je pense, tout cet été. Moi, je viens de Gironde en plus, donc je peux vous dire qu'on était quand même aux premières loges, avec tous les débats qu'il y a eu sur les forêts étaient mal gérées, comment sont-elles plantées, voilà, et la critique qui a été émise par beaucoup et les débats qui ont eu lieu, c'est fait-on suffisamment le lien entre ces feux de forêt, leur ampleur, ce que certains appellent d'une certaine manière les méga-feux, et le changement climatique. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, il y a des collectifs de citoyens qui se sont mobilisés pour interpeller les journalistes en disant, en fait, vous ne soulignez pas assez systématiquement le rôle du changement climatique dans l'avènement de ce type d'événement et comment le public peut-il faire le lien si on ne rappelle pas que ces bouleversements en cours vont provoquer une accélération de ces catastrophes.
Donc, je ne sais pas s'il est trop tôt pour dire qu'on est en train de vivre un tournant, mais depuis cette rentrée, Radio France a annoncé un tournant environnemental. France TV a communiqué à ce sujet aujourd'hui. Demain, ça sera TF1. On a eu aussi des annonces faites par France Média Monde. La charte qu'on a lancée participe aussi sans doute de ce mouvement. Donc en tout cas, il y a une volonté de se dire on a été à la ramasse, quoi. On l'a peut-être mal fait. Il faut qu'on monte en puissance dans notre façon de... sans doute d'éditorialiser ces questions. Donc moi, ça fait longtemps que je le pense, mais je suis heureuse de voir aujourd'hui que voilà, c'est tard. Hélas, c'est trop tard, mais voilà, j'ai d'autres remarques à faire, mais on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Et Alain Bougrain-Dubourg, vous avez aussi, je l'ai dit peut-être un peu trop rapidement tout à l'heure, été chroniqueur à la radio. Vous êtes intervenu beaucoup dans des émissions de radio. Est-ce que c'est des conditions différentes pour s'exprimer sur ces sujets que d'être affranchi de la contrainte de l'image? Est-ce que pour vous, l'avez vécu comme quelque chose de... Voilà, est-ce que ça vous ouvrait des portes, du coup Alors, j'ai toujours une émission sur RTL, le dimanche soir, avec Vincent Parisot. Bon. Pour quelqu'un qui a fait de la télé, c'est très soulageant. Parce qu'on est dédouané de l'image. Alors évidemment, l'image est magique, elle montre les choses, on la partage, etc. Mais peut-être que le son demande davantage de sensibilité, et j'ai envie de dire très logiquement d'écoute. C'est-à-dire qu'on est peut-être davantage en communion à la radio qu'à la télévision où on est plus témoin. Je ne sais pas si je suis clair là-dedans, mais voilà. L'autre chose qui me paraît importante, si aujourd'hui il y a une prise de conscience, franchement, j'ai le sentiment que c'est la question climatique qui l'emporte toujours. On nous renvoie aux événements de cet été. C'est la sécheresse, sont les inondations, sont les forêts qui brûlent. Mais quid de la biodiversité? Et il y a une raison sans être trop long. Pourquoi ça marche pour le climat? Il n'y a plus de climato-sceptiques en dehors d'un grand blond outre-Atlantique. Mais bon, globalement, là en principe on rigole, mais bon. On a des techno-solutionnistes et des relativistes quand même. Maintenant. Ils ont un peu changé, mais ils sont encore là. Et donc, pourquoi le climat, ça fonctionne, on va dire parce qu'on est capable d'identifier les événements qui s'intensifient, qui deviennent de plus en plus violents, les sécheresses, les trucs. Bon. Pour la biodiversité, mais si l'outarde canepetière, le vison d'Europe ou que sais-je, le gypaète barbu disparaissent, à la limite, on ne savait même pas qu'ils existaient et on se dit à quoi ça sert. Et donc, c'est extrêmement difficile. Et pour le climat, on a des réponses. On peut faire du covoiturage, de l'économie d'énergie, de l'isolation thermique, que sais-je. Pour la biodiversité, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau? Alors, il y a à agir. Les refuges LPO, il y en a un ici. Il y a les hôtels insectes, il y a beaucoup de choses. Bon. Mais c'est beaucoup plus complexe. Et voilà pourquoi il y a un décalage entre les deux, alors qu'il y a une urgence pour l'un comme pour l'autre. Oui. Je pense qu'il y a aussi... c'est là qu'on touche le sujet profondément politique, en fait. L'extrait avec François Terrasson, je ne sais pas si certains ici connaissent ses écrits, mais François Terrasson a écrit des ouvrages sur la peur de la nature. Et il a beaucoup adressé cette question-là quand il était au Muséum national d'histoire naturelle. Et moi, j'étais ravie de le voir dans cet extrait parce que c'est quelqu'un qui ne cessait de dire nos imaginaires sont empreints d'une crainte de la forêt profonde. Il nous faut aller l'embrasser. Il emmenait des gens dormir dehors la nuit dans la forêt pour essayer de leur montrer que c'était autre chose qu'une nature profonde, griffue, agressive, remplie de créatures nauséabondes qui ne seraient... Et donc, du coup, lutter contre ce qu'il raconte, c'est-à-dire cette vision de la nature qui doit forcément être propre, avec rien qui dépasse, et ce type de comportement qui aujourd'hui on participe en fait à l'érosion de la biodiversité. L'usage des pesticides, c'est aussi quelque chose qu'on peut limiter aujourd'hui et qui ont nombre d'effets sur l'environnement. Mais ce que je trouve intéressant dans ces extraits qui nous ont été montrés, c'est déjà que les journalistes ont fait l'effort de donner la parole à des acteurs de terrain,
voilà, le paysan qui explique son rapport à la terre. Moi, je le trouve personnellement très touchant, en fait, parce que déjà, il a un vocabulaire très soutenu quand il en parle. Et voilà, il a un côté très poétique aussi, où il dit finalement, je suis que de passage là-dedans, et en fait, je dois juste respecter et laisser la terre telle que je l'ai trouvée pour mes descendants. Il y a aussi tout le vocabulaire qu'on voit dans les extraits où on parle des autoroutes et des corridors écologiques, qui montrent aussi à quel point cette question de la nature, on l'a économisée. Alors on dit, voilà, l'extrait de 76, c'est un équilibre entre économie et écologie, mais on sait que par la suite, la prise en compte de ces sujets, ça a été parler d'écosystèmes, de services rendus par la nature, on a essayé de la valoriser, de la faire rentrer dans un discours économique. Tel que on rentre dans cette vision voilà, anthropocentrée dont je parlais tout à l'heure, où c'est une ressource à préserver pour préserver nos usages, mais c'est pas une ressource. Voilà, il faut absolument lui chercher une utilité. Et il y a encore beaucoup de gens qui se posent la question, mais pourquoi cette espèce est-elle utile? Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une espèce utile? Enfin, quand je pose là-dessus, c'est quelque chose que vous connaissez bien en tant que naturaliste. Mais au-delà de ça, on voit que quand le scarabée pique-prune empêche la construction de l'autoroute, il y a beaucoup de luttes aujourd'hui en France où justement on va chercher des spécialistes de la biodiversité pour faire des recensements d'espèces. C'est ce qui s'est passé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qui se fait dans nombre d'espaces de zones humides. Mais ce qui m'interroge, c'est que on a une connaissance là aussi, mais politiquement, ça n'a pas fait progresser le débat. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, dans le marais Poitevin en ce moment avec les retenues d'eau, qui sont une forme de nouveau larcique, et ce qu'on appelle aussi les bassines, avec Bassines Non Merci, qui est quand même un terrain de lutte énorme. Et voilà, des députés européens comme Benoît Biteau ou Julien Leguet, qui est un peu à la tête de ces collectifs. On voit que ça se réplique aussi dans d'autres régions, et notamment aussi en montagne, pour faire de la neige artificielle. Ça pose une vraie question sur notre appréhension et sur cette connaissance. Et je pense justement sur ce côté sensible dont je vous parlais qu'on a oublié. Parce que les politiques en place et les agriculteurs qui sont censés connaître le cycle de l'eau, qui est quand même un truc assez basique, où voilà, en plus on en a beaucoup parlé cet été avec la sécheresse, et ben ça c'est complètement oublié. Et donc c'est là que le rôle des journalistes devient important, c'est de savoir questionner et interroger ces personnes qui sur le terrain nous font passer des projets voilà, en minimisant en fait l'impact des projets de développement qui nous proposent. Et donc aujourd'hui, j'ose espérer que ces changements éditoriaux annoncés dans les médias en ce moment depuis un mois vont pousser une vision politique voilà, de ces questions, et que les journalistes politiques sauront épingler avec ces éléments-là en tête. Et donc, il faut vraiment que ça progresse de manière globale. Rendez-vous en 2023 pour en faire le bilan. J'espère bien. Alors, il est d'usage dans nos lundilina de donner la parole au public pour poser quelques questions. On a très peu de temps et je ne veux surtout pas abuser de l'hospitalité de nos hôtes, car la recyclerie doit reprendre sa configuration normale. Néanmoins, si l'un ou l'une d'entre vous a une question qui lui brûle les lèvres, je propose quand même qu'il la pose. J'ai vu un petit peu tous ces... Ça va là? Oui. Et bon, on est allé de la girafe, de l'éléphant au tétard, au canton. On a survolé des tas de trucs, mais je pense qu'on n'a pas posé les bonnes questions. Le remembrement, ça veut dire que c'est une autre production intensive et non pas une agriculture familiale. Dans les haies, il y avait de la biodiversité, il y avait des abeilles, il y avait plein de choses qui ont été... Bon, et là, on est passé à toute vitesse. Moi, j'ai pas compris. Je croyais qu'on allait vraiment tenir quelque chose. Et puis aussi parler quand même de la démographie mondiale, comment les gens vivent dans des mégapoles. Regardez, même en France, les gens, est-ce qu'ils vont dans les Cévennes habiter? Moi, je suis des Cévennes. C'est le désert. Il n'y a même pas de train. Ok? Vous allez trouver un bûcheron, vous n'en trouvez plus des bûcherons. Il n'y en a plus. Des maçons, il n'y en a plus. Donc, la biodiversité, si on veut la garder,
il faut habiter dans la biodiversité. Il ne faut pas s'agglutiner dans les villes comme on fait. Ce n'est pas possible. Parce que les gens, ils ne sont pas dans la nature. Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas. Vous pouvez leur parler des hérissons, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des petits musées avec un petit jardin où vous allez récolter un petit pois. C'est symbolique, d'accord, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'il y a une dimension démographique, une dimension économique, hein, et il faut vraiment se battre pour la garder. Hein. Et regardez, il y a un truc extraordinaire, que la photo la plus extraordinaire, c'est la Durance, où il y a eu, comment ça s'appelle, des villages qui ont été noyés, hein, pour faire un barrage, et avec la sécheresse, ils sont remontés. Je trouve ça extraordinaire. Oui, mais je pense que votre intervention, elle montre qu'il y a une très forte attente. Hein. C'est ça qu'on trouve on ne trouve jamais dans ces images, dans ces reportages, ce qu'on voudrait y trouver. C'est toujours un peu en deçà des attentes, apparemment. Et vous le dites très, très fortement, très clairement. Donc je pense que c'est justement des questions auxquelles il va falloir réfléchir. Voilà, comment on fait pour donner à voir ces réalités, les faire mesurer, les faire toucher du doigt. Bon, là, on a pu, pas ce soir, forcément tout aborder, mais forcément dans les médias, ça... On a quand même des émissions d'investigation maintenant qui mettent le doigt sur ce genre de choses. Je veux dire, une émission sur le front ou des caches d'investigation ou des compléments d'enquête. Encore la semaine dernière sur la pollution des eaux en France, où un certain nombre de... Martin Boudot avec Vert de rage, en France comme à l'étranger, voilà, pointe du doigt en fait les nuisances, essaye d'interpeller les politiques. Voilà, alors parfois ça passe à des heures un peu tardives ou autres, mais les questions sont posées et on voit un Vincent Bretagnol qui était le premier voilà, à faire une tribune, c'était pas le premier, mais qui a fait une tribune en 2018 pour interpeller sur l'extinction des oiseaux, des champs et des villes, a pu passer à la télé à plusieurs reprises pour expliquer ce qui se passait et pourquoi en effet les modes de culture qu'on a adoptés aujourd'hui pose problème. Donc ça restera toujours sans doute insuffisant, mais il y a quand même des choses qui existent qu'on n'a pas abordées ce soir. Hein. On pourrait passer une journée entière, je pense, à parler de tout ça. En effet, donc on espère quand même que ça vous a donné du grain à moudre et en tout cas on vous remercie grandement de votre écoute si attentive. Pour ce qui est des lundis Lina, on vous donne rendez-vous le 17 octobre, on fera une soirée entière sur le nucléaire, autre sujet qui promet des débats intéressants. Et pour ce soir, on remercie encore la recyclerie pour son accueil. Et on dit à très bientôt. Merci beaucoup.